Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon début de semaine. Bienvenue à l'Esprit sportif. Au menu de notre émission aujourd'hui, une rencontre avec le boxeur Éric Martel-Baoély, également le passionné de ski de fond et de VR, Pierre Harvey. Mais d'abord, revenons sur ce qui s'est passé en fin de semaine dans le monde du sport. Voici Dans l'action. Le dernier week-end aurait été difficile pour les Remparts de Québec qui disputaient 3 rencontres en 4 jours sur la patinoire du centre Vidéotron. Après une défaite face aux Saguenayens de Chicoutimi jeudi dernier, les Remparts ont été incapables de freiner la machine offensive des Olympiques de Gatineau qui l'ont facilement emporté 6-2. Dans la défaite, l'attaquant Yannick Turcotte a été expulsé de la rencontre après avoir asséné une mise en échec à la tête d'Alexandre Alain. Pour ce geste, le joueur des Remparts a été suspendu pour 2 matchs. Dimanche après-midi, la troupe de Philippe Boucher accueillait le Drakkar de Bécomo, la pire équipe du circuit Courteau. Même s'ils avaient pris les devants 2-0, les Remparts ont trouvé le moyen de s'incliner par la marque de 7-4 aux grandes dames des 17 625 spectateurs présents au centre Vidéotron. La troupe québécoise conclura sa saison avec une série aller-retour face à l'Océanique de Rimouski vendredi et samedi. Des centaines de personnes ont assisté au tailgate au centre Vidéotron hier après-midi avant le match opposant les Remparts au Drakkar. L'événement était organisé par l'entremise de Budweiser qui a installé une réplique haute de 6 mètres d'une lumière de but au cœur de la place Jean-Béliveau visant à souligner chaque but des Remparts. Plusieurs anciens nordiques étaient sur place pour rencontrer les amateurs et évidemment, le sujet de conversation numéro 1 aurait été le retour des Nordiques dans la capitale. En ski de fond, Alex Harvey a conclu le Ski Tour Canada au 5e rang du classement général. S'il ne termine pas sur le podium de ce premier tour de ski canadien, le Québécois a tout de même atteint son objectif, soit un top 5. De retour chez lui à Saint-Féréol-les-Neiges, le fondeur se prépare pour les championnats canadiens qui auront lieu le week-end prochain à Whitehorse. En ski acrobatique, la Québécoise Audrey Robichaud a été couronnée championne canadienne au boss parallèle lors de l'épreuve qui a été présentée dimanche à Camp Fortune à Chelsea. Robichaud a maintenant 5 titres nationaux à son actif, dont 4 en boss en parallèle. La double olympienne avait pris le 6e rang de l'épreuve de boss individuel. Des dizaines de citoyens se mobilisent depuis hier à Saint-Isidore-de-Beauce dans l'espoir de remporter le concours pan-canadien Hockeyville. Ils ont jusqu'à minuit ce soir pour stimuler le vote en faveur de la municipalité. Le concours offre comme premier prix 100 000 $ à la ville gagnante. Un match préparatoire de la Ligue nationale de hockey se tiendra également dans la ville choisie. La ville de Saint-Isidore est la seule municipalité québécoise parmi les finalistes du concours. L'ancien athlète olympique en ski de fond, Pierre Harvey, évidemment, a suivi de très près le récent Tour de ski du Canada et les performances de son fils Alex. Pierre Harvey, évidemment, est un passionné de ski de fond, mais également de VR. Nous l'avons rencontré ce matin. Harvey est devant Northug. Est-ce qu'il peut passer premier et faire la finale? C'est fait, voilà! Eh bien, un cadeau d'Harvey à Québec! Pierre Harvey, bienvenue à l'Esprit sportif. Oui, ça me fait plaisir. Pierre, avant de parler de ta passion du VR, parlons de la passion du ski de fond. Tu as vécu, évidemment, les derniers jours du Tour de ski du Canada. Ton analyse, justement, du Tour et de la performance d'Alex? Bien, moi, je pense que pour Alex, ça a été un excellent tour. C'est sûr qu'il visait bien faire au Canada. Il a bien réussi à Québec. Il a été toujours dans les 5-10 premiers, toutes les courses. Donc, ça a bien fini aussi. Pour lui, il a gagné des places au classement général. Il était 15e au classement général de la Coupe du monde au début du tour, puis il a terminé 7e, donc il a remonté beaucoup. Il a été 4e presque tout le long. Là. Il a fini 5e. À la dernière journée, là, il était épuisé. C'est sûr qu'il a travaillé fort à chacune des courses, mais Alex est très content. Puis moi, je pense que c'est une belle fin de saison. Ça va lui permettre de s'entraîner comme il faut l'année prochaine, l'été qui vient, pour être encore mieux l'année prochaine. C'est une grande première pour notre pays. On peut dire mission accomplie.
Oui, oui, on a eu de la belle température du début à la fin, des spectateurs partout. À Québec, c'était magnifique. Les athlètes arrêtaient sur le bord du parcours pour prendre des photos lorsqu'ils étaient à l'entraînement avant la course. Donc, on a eu des belles images, autant à Gatineau, Montréal, partout dans l'Ouest. Québec, ça a été un super succès. Donc oui, moi je pense que les gens de la FIS là, sont enchantés du Tour de ski au Canada. Regardez, Alex Harvey est 5e. Côté Jessev, on parle même de demander les championnats du monde en 2023. C'est faisable? Ben oui, c'est sûr que c'est faisable. Je ne sais pas si Alex va être encore là en 2023, là, parce que lui, la dernière fois qu'il parlait de retraite, il me disait qu'il voulait se rendre jusqu'aux prochains Jeux olympiques, puis ensuite de ça, prendre une décision. Là, mais c'est sûr que ça serait à Québec, là, ça serait faisable d'avoir un championnat du monde, d'avoir des courses en pleine ville, peut-être une course au Mont-Saint-Anne ou 2 aussi, déplacées, avoir 2 sites. Ça serait extraordinaire là, pour le ski de fond. Pierre, parlons maintenant, il y a le ski de fond, parlons maintenant de ta deuxième passion. Comme ingénieur en génie mécanique, tu as travaillé sur un VR. La place du VR dans ta carrière d'athlète, elle est là depuis le début. Oui. Quand j'étais cycliste à 20 ans, j'avais acheté une vieille camionnette que j'avais aménagée pour voyager, aller faire des courses. Je n'avais pas les moyens de toujours coucher dans des hôtels, donc j'avais acheté un vieux camion à 2 000 à 3 000 puis on partait faire des courses de ski, de vélo avec la remorque derrière, les vélos, les skis. À un moment donné, j'ai acheté un VR usagé, puis je suis arrivé ici chez New West comme client pour faire réparer une petite chose. Puis là, le propriétaire me dit « Ah, t'es un amateur? » Je dis « Oui, moi, j'adore ça depuis des années. » Puis là, il m'a offert de travailler à aider l'équipe à développer des produits. C'était déjà d'excellents produits. Puis là, moi, c'est sûr que c'est un mélanger la passion du VR, puis aussi le travail d'ingénieur, de développer des nouveaux produits. Pour moi, c'est un beau défi. J'ai modifié un support existant pour être capable de venir le barrer. Vu que c'est un petit véhicule, l'espace est réduit. Il faut toujours que chaque objet qu'on construit doit avoir plus qu'une fonction. Donc, c'est toujours là, essayer de viser multifonction. Merci Pierre Harvey. Merci. Après la pause, on parle de boxe avec Éric Martel, Bauerli. Après avoir vécu la déception de l'annulation de son combat contre James Toney l'automne dernier, Éric Martel Bauerli se battra finalement pour une ceinture. Ça aura lieu le 27 mars prochain à Toulon, en France. Le reportage de Jean-Michel Bourque. Éric Martel Bauerli, tu vas te battre pour un titre de champion de la WBC francophone à Toulon, en France, le 27 mars prochain. Comment on entrevoit ce combat-là, ton c'est sûr, une bonne préparation physique, une bonne préparation aussi mentale. C'est quelque chose que j'attendais quasiment pas. C'est arrivé comme une surprise. Donc, je suis super content de pouvoir me battre pour ce titre-là, un titre qui va me permettre de monter dans le top 15 mondial. Disons que 2015 a été une année assez difficile pour moi parce que, veux pas, j'ai eu un combat qui a été cancellé. Donc là, de pouvoir me battre comme ça en France pour un titre aussi important, c'est super bon, puis c'est certain que j'ai pris ça au sérieux. Parle-nous de ton adversaire, Faisal Ibn El Arami. C'est sûr qu'on a regardé plusieurs vidéos pour voir un peu quel style de boxeur c'était, puis aussi d'accepter le combat ou non. Puis c'est sûr que quand j'ai vu, premièrement, c'est un gars qui est beaucoup moins gros que moi. C'est un gars d'à peu près 6 pieds, 6 pieds 1, 205 livres. C'est une différence de presque 50 livres avec moi. Donc, c'est sûr que moi, je pense que c'est un bon match-up qu'on dit. Là. Ça fait que c'est sûr que c'est une belle opportunité que j'ai là. Stratégie, est-ce que vous en adoptez une face à ce boxeur-là? Est-ce qu'on va essayer de frapper dur en partant ou d'y aller plus en endurance? Qu'est-ce qui va être la stratégie gagnante? C'est sûr qu'on veut étirer un peu puisque que je puisse utiliser mon gabarit, justement. Puis aussi de boxer plus en ligne droite parce que c'est un gars qui va foncer beaucoup, qui va rentrer, qui lance beaucoup de coups, un gars qui est rapide. Donc, pour moi, ça va être vraiment de tenir à distance avec mon jab. Puis quand il essaie de rentrer, de l'assommer, si on peut dire. Un gars qui est agile.
Ouais, c'est un gars qui est agile. C'est sûr que aussi en étant plus léger un peu, il va peut-être avoir une petite coche de plus de rapidité que moi. Et en entraînement, justement, comment tu t'es préparé à faire face à un adversaire comme ça? Ben, j'ai mis les gants avec des gars qui étaient plus légers. J'ai mis les gants avec des gars qui étaient peut-être 178, 190 livres, même 200 livres, mais pas plus, pour pouvoir vraiment faire plusieurs rondes. J'ai fait énormément de rondes avec ces gars-là pour travailler mon agilité. Puis je pense que aussi rendu au moment-ci de ma carrière, ça sert à rien de mettre les gants avec des gars qui cognent dur à l'entraînement pour affaiblir ma tête. Donc c'est vraiment de travailler mon agilité le plus possible. Tu avais eu un combat qui avait été annulé contre James Toney à l'automne. Ça avait été une déception pour toi? Ouais, c'est un coup dur, honnêtement, parce que bon, tu te fais parler que tu vas te battre contre une légende. Ça fait que c'est sûr que pour moi, c'était super motivant. Ça a été annulé en plus niveau financier, je veux pas. Moi, je suis payé pour boxer. Ça fait que quand tu m'enlèves un combat, tu m'enlèves de l'argent en même temps. Ça fait que c'est sûr que ça fait mal. Mais bon, je me dis qu'il arrive à rien pour rien. C'est le timing des fois. Fait que j'ai encore une meilleure opportunité en ce moment. Fait que ça va être de saisir ma chance. Tu as 34 ans. Évidemment, tu as plus de boxe derrière toi que tu en as devant toi. D'où l'importance d'un combat comme celui-là. Est-ce qu'on peut dire que ce combat-là va être déterminant dans ta carrière? Ah, c'est clair. C'est clair que ce combat-là est extrêmement déterminant. Parce que comme tu l'as dit, j'ai 34 ans. Puis c'est sûr que je peux encore faire un 2-3 ans de boxe, de belle boxe. Mais si je suis plus bien qu'à perdre, ça ne m'intéresse pas de servir de faire valoir. En plus, j'ai d'autres projets aussi. J'ai commencé à coacher, j'ai commencé à m'impliquer de plus en plus à ce niveau-là. Donc, pour moi, ça va peut-être prendre un autre tournoi, mais pour l'instant, c'est sûr que je focus sur le combat. Comment tu te vois le 28 mars au matin? 28 mars, je me vois avec la ceinture WBC francophone, tomber top 15 mondial, puis aller vers... continuer ma route dans ce sport-là qui est ma passion depuis presque 18 ans. On te le souhaite. Excellent, merci beaucoup. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Demain, entre autres, à ne pas manquer, un reportage en compagnie d'Alex Harvey qui revient sur son Tour de ski Canada. Bye, à demain.